Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre à la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais, a été acquitté en appel. Les juges ont décidé d'annuler sa condamnation en première instance, fixée à 18 ans de prison pour crimes de guerre, des erreurs de procédure et la non prise en compte des circonstances atténuantes ont conduit les juges en appel à casser la décision qui avait été prise il y a quelques années. À suivre dans ce journal les temps forts de la décision de la Cour pénale internationale prononcée ce vendredi à La Haye. C'est un scandale écologique qui menace la vie des populations dans le 5e arrondissement de Douala après l'explosion d'un gaz survenu jeudi après-midi. C'est la découverte d'un entrepôt clandestin dans lequel se trouvent des mélanges chimiques qui exposent la vie des populations riveraines à un danger important, ceci sous le regard indifférent des autorités locales. Nous ferons le point dans une enquête réalisée au cœur de ce scandale écologique dans le 5e arrondissement de Douala. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La CPI annule la condamnation de Jean-Pierre Bemba. La nouvelle suscite un tollé de réactions sur le continent africain. La CPI qui a décidé d'annuler cette condamnation de Jean-Pierre Bemba pour crimes de guerre commis en République centrafricaine. Il a également été acquitté pour les charges de crimes contre l'humanité. Les juges en appel ont décidé qu'il n'aurait pas dû être tenu pour responsable des crimes dans un pays étranger. Ils ont pris en compte le fait qu'il avait alerté les autorités centrafricaines. De plus, ces juges ont relevé des erreurs de jugement faites en première instance. Je vous propose de les écouter. Sur une acceptation sans examen critique des arguments de Jean-Pierre Bemba et une évaluation erronée d'une fraction du dossier des preuves dont la Chambre de première instance a tenu compte. Les juges dissidents trouvent cette manière de procéder intenable, surtout si l'on tient compte du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas évoqué de tentative effective d'enquêter qui se serait révélée impossible. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance a dûment pris en compte la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures sur la base des éléments de preuve versés au dossier. La deuxième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance semble avoir considéré les motivations de Jean-Pierre Bemba comme déterminant le caractère adéquat ou non des mesures qu'il a prises. Les juges dissidents considèrent que l'avis de la majorité sur le raisonnement de la Chambre de première instance ne reflète pas fidèlement la démarche de la Chambre de première instance et n'est étayé par aucune lecture attentive du jugement. Les juges dissidents considèrent comme inapproprié l'emploi par la majorité de termes d'ordre spéculatif pour imputer à la Chambre de première instance un raisonnement qui ne ressort pas du texte de la décision. Les juges dissidents n'auraient pas décelé d'erreur dans l'examen par la Chambre de première instance des motivations de Jean-Pierre Bemba. La troisième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance n'a pas établi que Jean-Pierre Bemba a délibérément limité le mandat des commissions et des enquêtes mises en place. Les juges dissidents estiment que la position de la majorité reflète une interprétation erronée de la nature de la responsabilité pénale visée à l'article 28 du statut. D'après leur conception de ce mot de responsabilité, la question n'est pas de savoir si Jean-Pierre Bemba était responsable de quelques déficiences ou limitations constatées dans les mesures qu'il a prises. La question est plutôt de savoir si l'on peut, également, à la lumière des mesures que Jean-Pierre Bemba a effectivement prises, dire qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission du crime. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans son examen de cette question. Et après ces différentes erreurs relevées par les juges en appel, ils ont décidé de casser la condamnation de Jean-Pierre Bemba qui avait été fixée à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré cette annulation de la condamnation de Jean-Pierre Bemba, il ne sera pas remis en liberté parce qu'il est poursuivi dans une autre affaire de subordination des témoins. L'ancien vice-président congolais a déjà passé
10 ans en détention à La Haye, au centre de détention de la CPI à La Haye. Je vous propose d'écouter les juges en appel qui se prononcent sur l'annulation de la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérés dans le document modifié de notification des charges ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de faire droit à ce moyen d'appel et conclut, à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hofmannsky étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ces actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges, au sens de l'article 74.2 du statut. Compte tenu de l'issue que le présent arrêt donne à l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel considère à l'unanimité que les appels formés par Jean-Pierre Bemba et le procureur contre la décision relative à la peine sont sans objet. Elle les rejette donc à ce titre. La Chambre d'appel relève qu'en cas d'acquittement, la personne concernée est censée être immédiatement remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable par cette cour dans une autre affaire concernant des atteintes à l'administration de la justice et la peine associée à cette déclaration de culpabilité est actuellement en cours d'examen devant la Chambre de première instance 7. Ainsi, bien que la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention sur la base de la présente affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 de déterminer d'urgence si le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention demeure justifié dans le cadre de l'affaire dont elle est actuellement saisie. Par conséquent, Jean-Pierre Bemba ne sera pas remis en liberté immédiatement. Dans le reste de l'actualité, un scandale écologique menace la vie des populations dans le 5e arrondissement de Douala après l'explosion d'un gaz provenant d'un camion citerne. L'entrepôt clandestin d'où venait ce camion a été identifié par nos reporters. Et là-bas, vous le verrez, des images choquantes et troublantes sur les mélanges chimiques qui pourraient exploser à tout moment. Et un gaz mortel pourrait se répandre dans l'environnement du 5e arrondissement de Douala. Les responsables de l'entrepôt clandestin ont pris la clé des champs. Personne n'est visible depuis de nombreuses semaines. C'est le constat que font nos reporters Auriol Toumi et Séverin Tchouban. Le camion est encore sur le site. Il porte en lui les stigmates de la violente explosion survenue dans la soirée du 7 juin. À un moment donné, je comprends les bruits dehors. C'est quand je sors là, je vois la foule dehors. Le camion était en train de vomir un produit. C'était comment? Oui. Et quand ça vomissait, ça étouffait, non? Moi-même, quand il y avait la gamme, maintenant, je suis rentré pour faire sortir la gamme. Les sapeurs m'ont aidé à la faire sortir, ils l'ont porté sur le dos. À première vue, le site a été déserté. La mousse à perte de vue. Des véhicules prisonniers d'un produit peu ordinaire. Cet entrepôt ne porte aucune identification. Il était exploité par un opérateur de sucettes et crème fraîche. L'état de ses motos renseigne qu'il a fermé boutique. Ce sont vos voisins, ils font dans quoi exactement? Ah non, moi je ne connais pas. Ce n'est pas mon voisin. C'est la personne qui est là, elle est déjà quittée là-bas. Donc c'est une personne qui a pris l'endroit là. Dans le voisinage, la vie reprend peu à peu son cours normal, mais la respiration est toujours difficile. Dites-nous, vous parvenez à vendre? Dans des conditions un peu difficiles. Juste, le gaz continue toujours à s'échapper. Voilà ça qui s'est. On est venu faire le tapage et puis on est parti. Voilà ça. On continue à sentir. Moins de 5 minutes sur le site et on décampe à toute vitesse. L'air est très pollué et qu'il y aura déjà assez de victimes. Il n'y a pas de mort heureusement. Ils sont sous soins intensifs à l'hôpital général de Douala. La trentaine de fûts trouvés sur le site portaient des fissures. Tout laisse croire qu'il s'agit d'une manipulation manuelle de produits toxiques. Le gaz qui monte
contiendrait du chlore, parce que ce chlore-là qui pique. Évidemment, vous savez très bien que les gaz de la famille des CFC, qui sont des gaz à effet de serre et des gaz des substances apportant de la pluie d'ozone, sont des produits qui rentrent comme matière première dans la fabrication de la mousse. Pour cet environnementaliste, les autorités semblent ne pas mesurer l'ampleur de la menace. Cela pose malheureusement le problème de la gestion des déchets industriels dans la ville de Douala. Nous l'avons toujours décrié, il n'y avait aucune traçabilité. Et ce scandale écologique rappelle celui du chlore de Nkapa. Et ce qui me gêne, c'est que cette zone devait être déjà déclarée à haut risque, avec accès interdit à la population. Comme dans les précédents scandales écologiques à Douala, l'auteur de celui-ci reste un anonyme. Une menace de grève se dessine sur le site de construction du nouveau stade Omnisport à Olembe, non loin de Yaoundé. Des ouvriers envisagent d'observer un mouvement d'humeur pour contester la désignation des délégués du personnel. Ce débrayage pourrait impacter sur la réalisation de ce chantier prévu dans le cadre de la CAN 2019 qui est attendu au Cameroun. Jusqu'ici, le taux de réalisation est fixé à 60% selon un pointage effectué par le gouverneur du centre, qui est président régional du comité d'organisation de la CAN Cameroun 2019. Reportage, Élisée Bokba et Ike Cyril. Sur le site de construction du stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé, un mouvement d'humeur des ouvriers est en gestation. L'entreprise Pitini a choisi 10 personnes qui soi-disant être leurs représentants, qui soi-disant être leurs délégués. Or, vous savez, dans notre pays, qui est un pays de droit, les délégués du personnel se doivent d'être élus par l'ensemble des travailleurs. Nous sommes surpris ce matin, nous arrivons, on savait qu'on devait avoir réunion avec le gouverneur, mais ils sont à l'intérieur. Pendant que nous on veut entrer, on nous bloque, on nous empêche d'entrer. En visite sur le chantier, le gouverneur de la région du centre, président du comité de site de Yaoundé pour la CAN 2019, joue les sapeurs-pompiers, non sans proférer des menaces aux futurs grévistes. Ce n'est pas le milieu syndical ici. Ici, c'est le lieu de travail. Et que tout le monde qui veut faire le syndicalisme ici sera extirpé. Ce stade devait être livré pour la CAN et que nous ne sommes pas là pour les gens qui veulent faire et la politique et le syndicalisme et autre chose. Donc nous sommes là pour voir ce problème. Sur le terrain proprement dit, les gradins 7 montrent déjà leur visage. Mais la tribune présidentielle n'a encore l'air de rien. Pourtant, le gouverneur de la région du centre se satisfait de l'état d'avancement des travaux. La dernière visite qu'on était ici, c'était à moins de 10%. Mais nous sommes maintenant à 60%. Donc, il est question donc pour nous d'instruire l'entreprise Pitini de nous terminer ça dans un délai d'un mois, pour nous permettre de voir donc la visibilité et aussi de respecter le délai. Le stade sera entièrement couvert. Gruppo Pitini annonce le début des travaux pour la toiture dans 3 semaines. La tribune présidentielle pour sa part, encore en épave, sera achevée fin juillet 2018. Dans le prochain 3 semaines, on va finir avec les gradins. Bon, les grandes zones, les zones sud, nord et est, d'accord, on va finir avec les gradins. On va préparer aussi le même temps pour commencer avec la structure de trottoir, parce que tout le stade va être couvert. En même temps, il y a le tribune ouest, où on appelle ça le tribune VIP, mais ce n'est pas seulement VIP, c'est la zone des médias, c'est la zone de joueurs et aussi la zone VIP et VVIP. Ça aussi, bon, va être fini comme structure pour le fin juillet. Les travaux du centre commercial annoncés autour du stade se déroulent également, mais au petit trot. Le chantier ici se poursuivra, dit-on, même après la CAN 2019. Mais là où il y a pression, c'est sur le stade Omnisport lui-même. Il devra être livré en décembre 2018. Sur un autre chantier de cette CAN 2019, les populations sont d'ores et déjà mécontentes
Et pour cause, leurs biens ont été détruits sur l'itinéraire qui mène au stade municipal de Banjoun. Des engins lourds ont tout saccagé sous la pression du gouvernement. Les populations qui s'interrogent à quand les indemnisations pour ces biens détruits sur l'itinéraire qui mène au stade municipal de Banjoun. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Sous pression de la visite du ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, le début à la va-vite des travaux de construction des voies d'accès au stade municipal de Banjoun pour la CAN 2019 fait des mécontents le long de l'itinéraire. Et c'est la brutalité des terrassements qui fâche. C'est un certain Tamodjesse qui a dû donner consigne au conducteur de bulldozer. Il a poussé ça précisément. Il s'est donné assez du temps pour dégager ça, alors que je ne trouve pas en quoi vraiment ça empêche la route de passer. Et voilà le compteur détruit, le courant électrique, avec tout ce que vous trouvez sur ma toiture. On ne vous a pas dit avant qu'il passait? Il ne nous a pas dit. On sait que voilà le jalon, il devait respecter le jalon. Il a débordé le jalon pour descendre, détruire tout ça. Le voisin qui a subi les mêmes dommages, c'est cet homme. Voici ce qui reste de sa propriété. Son forage englouti sous ce tas de terre. Une maison et une cuisine décoiffées. Pourtant sa demeure, dit-il, est bien au-delà des 3 mètres exigés. C'est autour de 15 ou bien 14 heures comme ça, quand madame m'appelle en criant. Je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, quelqu'un est mort ou bien l'enfant est malade, comme les femmes aiment toujours crier. C'est là où on me dit que voici l'engin et puis on a mis la peinture sur la maison à 14 heures. À 14h30, l'engin était déjà là pour creuser. Fuyant les problèmes avec l'organisation de la Canal Ouest, certains riverains du stade municipal de Banjoun ont débarrassé le plancher avant le temps. Même si des mécontents il y en a, l'opération de recensement et évaluation des biens détruits a été faite dans les règles de l'art. Plus d'une trentaine de personnes en attente d'indemnisation. Madame le préfet a demandé de ne rien laisser au hasard. Donc tout ça, je crois qu'ils seront dédommagés. Mais on n'a pas encore prévu quand on va dédommager. Et sur cette préoccupation, le ministre Jean-Claude Mbouentou promet que l'argent va suivre dans les meilleurs délais. Même si certains se plaignent qu'ils passeront des nuits à la belle étoile, la réhabilitation de cette route va fluidifier la circulation et éliminer les cachettes des agresseurs de nuit. Si la première route qui passait, si ça avait la largeur, si on ne devait pas avoir de problèmes de ce genre aujourd'hui. Puisqu'ils ont fait une petite truc de 3 mètres, avec le goudron, les gens ont cru que c'était bon. Bon, c'est aujourd'hui qu'on sent qu'on était venu nous tromper dans le passé. Le chantier est donc lancé. Le Kokan Ouest n'attend plus que l'accélération des travaux pour livraison dans les meilleurs délais. Ce vendredi est jour de rentrée solennelle de la conférence de stage des aspirants à la profession d'avocat. Ils ont été édifiés sur l'importance du port de la robe judiciaire entretenu durant cette journée de vendredi à Yaoundé par le bâtonnier Bernard Mouna et le représentant de l'actuel bâtonnier, maître Takunte Patier. Des précisions avec Guy Zogo et Joël Essengé dans ce reportage. Un avocat n'est pas un poltron. La rage de guerre est-elle enterrée entre le président du barreau du Cameroun et les avocats stagiaires recalés lors du dernier examen d'admission au barreau? Comme une perche tendue au recalé, le bâtonnier de l'ordre des avocats a lancé à Yaoundé une nouvelle conférence de stage, en d'autres termes, un nouveau programme de formation pour les avocats stagiaires recalés. Après ce moment solennel, il y aura des travaux de la conférence du stage, mais à l'échelle des coordinations régionales. C'est-à-dire que la formation va reprendre chaque semaine dans chaque région sur le programme de formation que nous arrêterons cet après-midi et qui comportera un renforcement de la déontologie et qui comportera également des formations en droit substantiel, de même qu'en droit processuel. Visiblement soucieux de répondre mais avancés aux récriminations des avocats stagiaires recalés, le bâtonnier a déjà arrêté le calendrier de ce rattrapage. Les avocats recevront chaque semaine dans toutes les régions du Cameroun, à l'échelle de chaque cour d'appel, ils recevront une formation jusqu'au mois de février 2019. En février 2019, ils subiront une évaluation et on verra si ce qui leur a été enseigné a bien été ingurgité. C'est l'inconnu encore au tableau, le nombre de places qui sera attribué aux recalés, qui sont au total 900. Peut-être pour cette raison, l'ambiance est restée très fraîche entre le chef du barreau du Cameroun et les avocats stagiaires recalés lors du lancement de cette conférence de stage. Illustration de ce coup de froid, le discours de maître Jackson Nyekamga n'a suscité aucun applaudissement
de la part des stagiaires recalés, de même qu'ils n'ont souhaité s'adresser aux médias. Février prochain est donc un nouveau rendez-vous charnière pour le barreau du Cameroun. Une réunion de coordination administrative et sécuritaire s'est tenue à Tchang, dans le département de la Menoie, une occasion pour le gouverneur de cette région d'interpeller les autorités administratives et les forces vives sur l'intérêt de lutter contre les risques élevés d'insécurité liés à la proximité entre le département de la Menoie et les régions anglophones en proie à une escalade de violence. Reportage Leclerc Sakem et Julienne Berthe-Bissaille. Veiller au bon déroulement du processus des examens et concours jusqu'à la proclamation des résultats et au suivi des travaux d'électrification dans les zones rurales, tels sont entre autres les sujets qui ont meublé la réunion du comité de coordination administrative et de sécurité dans le département de la Menoie. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui présidait les travaux rassure les populations quant aux menaces signalées dans les régions voisines. La situation sécuritaire est maîtrisée. Je crois que nous avons continué à enregistrer des problèmes de cannabis. En ce qui concerne les accidents de circulation, nous avons enregistré une baisse. Les forces de maintien de l'ordre ont participé à des couvrages pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Les habitants de la région de l'Ouest qui accueillent les prochains mois d'importants événements doivent travailler en synergie, précise l'autorité administrative. Nous préparons la CAN Total Cameroun 2019, que les uns et les autres doivent travailler en collaboration avec les services techniques, les responsables administratifs et les autres, pour pouvoir préparer cet événement national qui implique la région de l'Ouest. Que l'aspect sécuritaire dans tout ce que nous sommes en train de faire est important. Au terme des 10 travaux qui ont duré 2 jours, le patron de la région du Soleil Levant s'est félicité de la qualité des échanges. Après avoir participé et contribué après avoir permis de planter, pour être plus précis, 4000 arbres et donner 50 lampes à énergie solaire aux populations de plusieurs localités de la région du Nord, le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun s'est rendu au chevet des détenus de la prison centrale de Douala, une occasion pour cette structure et entreprise citoyenne de pouvoir redonner de l'espoir et de la joie de vivre à ces personnes qui sont privées de liberté depuis de nombreuses années. Reportage. La prison centrale de Newbel était en fête ce 8 juin 2018. Pour marquer ses 70 ans d'existence au Cameroun, le groupe SABC, Société Citoyenne, a tenu une fois de plus à l'exprimer, et cette fois-ci à l'endroit de la population carcérale de cette prison, à travers l'événement baptisé Journée citoyenne du groupe SABC, avec pour slogan « Vous êtes au cœur de notre vie ». Nous sommes présents, nous assumons notre citoyenneté dans 5 grands domaines. L'éducation, la santé, l'environnement, l'art et la culture et le sport. Donc nous allons vers les populations et nous leur donnons ce dont ils ont besoin. Afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité et de procurer du sourire aux personnes qui vivent dans ce lieu, le groupe SABC a procédé à la réhabilitation d'un bloc sanitaire de 6 douches et 4 WC inaugurés à l'occasion, le revamping de l'infirmerie et la fourniture d'un don en médicaments de premier secours, la fourniture du matériel informatique, un impressionnant stock de denrées alimentaires et des produits cosmétiques reçus par le régisseur de cette prison, le délégué régional de l'administration pénitentiaire et le chef de la cellule informatique de la prison centrale de Newbel. Le choix de cette prison n'a pas été fait au hasard. Chez nous, notre leadership est d'abord un leadership social. Et qui dit leadership social dit procurer du bonheur, apporter un sourire, s'intéresser aux gens. Et aujourd'hui, nous avons vraiment partagé des moments de détente, des moments de bonheur avec ces enfants qui sont incarcérés ici. Et nous avons pu toucher du doigt le travail gigantesque que fait le régisseur de la prison centrale de Newbel,
pour les aider à retrouver une vie de société responsable. La représentante du directeur général du groupe SABC est partie de la prison centrale de Newbel en faisant une promesse à tous les détenus qui se sont présentés aux examens officiels. Étant en milieu carcéral, continuer ses études et avoir le courage d'aller jusqu'à présenter l'examen, c'est un acte de bravoure que nous ne pouvions pas laisser comme ça. Donc à tous ces enfants qui vont réussir leurs examens cette année, le groupe SABC va offrir des bourses scolaires. Et notre engagement est d'aller encore plus loin pour renforcer les équipements qu'ils ont ici, les ordinateurs, pour leur permettre d'améliorer leur apprentissage dans tous les domaines. Ces détenus ont tenu à offrir ce don à son bienfaiteur pour lui exprimer leur gratitude et montrer qu'ils ont du potentiel. C'est dans une belle ambiance que le groupe SABC a pris congé des détenus de la prison centrale de Newbel en laissant sur leur visage de la joie et de la bonne humeur. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique et également une télé-réalité qui permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir présenter leurs projets devant des banquiers et des potentiels investisseurs. Et juste après l'émission Horizon Sport présentée par Eric Martial Diomo. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Equinox Télévision. Être couvert. En même temps, il y a le tribune ouest, où on appelle ça le tribune VIP, mais ce n'est pas seulement VIP, c'est la zone des médias, c'est la zone de joueurs et aussi la zone VIP et VVIP. Ça aussi, bon, va être fini comme structure pour le fin juillet. Les travaux du centre commercial annoncés autour du stade se déroulent également, mais au petit trot. Le chantier ici se poursuivra, dit-on, même après la CAN 2019. Mais là où il y a pression, c'est sur le stade Omnisport lui-même. Il devra être livré en décembre 2018. Sur un autre chantier de cette CAN 2019, les populations sont d'ores et déjà mécontentes et pour cause, leurs biens ont été détruits sur l'itinéraire qui mène au stade municipal de Banjoun. Des engins lourds ont tout saccagé sous la pression du gouvernement. Les populations qui s'interrogent à quand les indemnisations pour ces biens détruits sur l'itinéraire qui mène au stade municipal de Banjoun. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Sous pression de la visite du ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, le début à la va-vite des travaux de construction des voies d'accès au stade municipal de Banjoun pour la CAN 2019 fait des mécontents le long de l'itinéraire et c'est la brutalité des terrassements qui fâche. C'est un certain Tamodjesseur qui a dû donner consigne au conducteur de bulldozer. Il a poussé ça précisément. Il s'est donné assez du temps pour dégager ça, alors que je ne peux pas en croire vraiment. Ça empêche la route de passer. Et voilà le compteur détruit, le courant électrique, avec tout ce que vous trouvez sur ma toiture. On ne vous a pas dit avant qu'il passait? Il ne nous a pas dit. On sait que voilà le jalon, il devait respecter le jalon. Il a débordé le jalon pour descendre, détruire tout ça. Le voisin qui a subi les mêmes dommages, c'est cet homme. Voici ce qui reste de sa propriété. Son forage englouti sous ce tas de terre. Une maison et une cuisine décoiffées. Pourtant sa demeure, dit-il, est bien au-delà des 3 mètres exigés. C'est autour de 15 ou bien 14 heures comme ça, quand madame m'appelle en criant, qui dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, quelqu'un est mort ou bien l'enfant est malade, comme les femmes aiment toujours crier. C'est là où on me dit que voici l'engin et puis on a mis la peinture sur la maison à 14 heures. À 14h30, l'engin était déjà là pour creuser. Fuyant les problèmes avec l'organisation de la Canal Ouest, certains riverains du stade municipal de Banjoun ont débarrassé le plancher avant le temps. Même si des mécontents il y en a, l'opération de recensement et évaluation des biens détruits a été faite dans les règles de l'art. Plus d'une trentaine de personnes en attente d'indemnisation. Madame le préfet a demandé de ne rien laisser au hasard. Donc tout ça, je crois qu'ils seront dédommagés.
Mais on n'a pas encore prévu quand on va dédommager. Et sur cette préoccupation, le ministre Jean-Claude Mwentou promet que l'argent va suivre dans les meilleurs délais. Même si certains se plaignent qu'ils passeront des nuits à la belle étoile, la réhabilitation de cette route va fluidifier la circulation et éliminer les cachettes des agresseurs de nuit. Si la première route qui passait, si ça avait la largeur, si on ne devait pas avoir de problème de ce genre-ci aujourd'hui. Puisqu'ils ont fait une petite truc de 3 mètres, avec le goudron, les gens ont cru que c'était bon. Bon, c'est aujourd'hui qu'on sent qu'on était venu nous tromper dans le passé. Le chantier est donc lancé. Le Kokan Ouest n'attend. Cette déclaration de culpabilité est actuellement en cours d'examen devant la Chambre de première instance 7. Ainsi, bien que la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention sur la base de la présente affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 de déterminer d'urgence si le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention demeure justifié dans le cadre de l'affaire dont elle est actuellement saisie. Par conséquent, Jean-Pierre Bemba ne sera pas remis en liberté immédiatement. Dans le reste de l'actualité, un scandale écologique menace la vie des populations dans le 5e arrondissement de Douala après l'explosion d'un gaz provenant d'un camion citerne. L'entrepôt clandestin d'où venait ce camion a été identifié par nos reporters. Et là-bas, vous le verrez, des images choquantes et troublantes sur les mélanges chimiques qui pourraient exploser à tout moment. Et un gaz mortel pourrait se répandre dans l'environnement du 5e arrondissement de Douala. Les responsables de l'entrepôt clandestin ont pris la clé des champs. Personne n'est visible depuis de nombreuses semaines. C'est le constat que font nos reporters Auriol Toumi et Séverin Tchouban. Le camion est encore sur le site. Il porte en lui les stigmates de la violente explosion survenue dans la soirée du 7 juin. À un moment donné, je comprends les bruits dehors. C'est quand je sors là, je vois la foule dehors. Le camion était en train de vomir un produit. C'était comment? Oui. Et quand ça vomissait, ça étouffait, non? Moi-même, quand il y avait la gamme maintenant, je suis rentré pour faire sortir la gamme. Les sapeurs m'ont aidé à la faire sortir. Ils l'ont porté sur le dos. À première vue, le site a été déserté. La mousse à perte de vue. Des véhicules prisonniers d'un produit peu ordinaire. Cet entrepôt ne porte aucune identification. Il était exploité par un opérateur de sucettes et crème fraîche. L'état de ces motos renseigne qu'il a fermé boutique. Ce sont vos voisins, ils font dans quoi exactement? Ah non, moi je ne connais pas. C'est pas mon voisin. C'est la personne qui est là, elle est déjà quittée là-bas. Donc c'est une personne qui a pris l'endroit là. Dans le voisinage, la vie reprend peu à peu son cours normal, mais la respiration est toujours difficile. Dites-vous, vous parvenez à vendre? Dans des conditions un peu difficiles. Juste, le gaz continue toujours à s'échapper. Voilà ça qui sent. On est venu faire le tapage et puis on est parti. Voilà ça. On continue à sentir. Moins de 5 minutes sur le site et on décampe à toute vitesse. L'air est très pollué et qu'il y aura déjà assez de victimes. Il n'y a pas de morts heureusement. Ils sont sous soins intensifs à l'hôpital général de Douala. La trentaine de fûts trouvés sur le site portaient des fissures. Tout laisse croire qu'il s'agit d'une manipulation manuelle de produits toxiques. Le gaz qui monte contiendrait du chlore, parce que ce chlore-là qui pique. Évidemment, vous savez très bien que les gaz de la famille des CFC, qui sont des gaz à effet de serre et des gaz des substances polluantes de la pluie d'ozone, sont des produits qui rentrent comme matière première dans la fabrication de la mousse. Pour cet environnementaliste, les autorités semblent ne pas mesurer l'ampleur de la menace. Cela pose malheureusement le problème de la gestion des déchets industriels dans la ville de Douala. Nous l'avons toujours décrié, il n'y avait aucune traçabilité et Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre à la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais, a été acquitté en appel. Les juges ont décidé d'annuler sa condamnation en première instance, fixée à 18 ans de prison pour crimes de guerre, des erreurs de procédure et la non prise en compte des circonstances atténuantes ont conduit les juges en appel à casser la décision qui avait été prise il y a quelques années. À suivre dans ce journal les temps forts de la décision de la Cour pénale internationale prononcée ce vendredi à La Haye.
C'est un scandale écologique qui menace la vie des populations dans le 5e arrondissement de Douala après l'explosion d'un gaz survenu jeudi après-midi. C'est la découverte d'un entrepôt clandestin dans lequel se trouvent des mélanges chimiques qui exposent la vie des populations riveraines à un danger important, ceci sous le regard indifférent des autorités locales. Nous ferons le point dans une enquête réalisée au cœur de ce scandale écologique dans le 5e arrondissement de Douala. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La CPI annule la condamnation de Jean-Pierre Bemba. La nouvelle suscite un tollé de réactions sur le continent africain. La CPI qui a décidé d'annuler cette condamnation de Jean-Pierre Bemba pour crime de guerre commis en République centrafricaine. Il a également été acquitté pour les charges de crimes contre l'humanité. Les juges en appel ont décidé qu'il n'aurait pas dû être tenu pour responsable des crimes dans un pays étranger. Ils ont pris en compte le fait qu'il avait alerté les autorités centrafricaines. De plus, ces juges ont relevé des erreurs de jugement faites en première instance. Je vous propose de les écouter. Sur une acceptation sans examen critique des arguments de Jean-Pierre Bemba et une évaluation erronée d'une fraction du dossier des preuves dont la Chambre de première instance a tenu compte. Les juges dissidents trouvent cette manière de procéder intenable, surtout si l'on tient compte du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas évoqué de tentative effective d'enquêter qui se serait révélée impossible. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance a dûment pris en compte la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures sur la base des éléments de preuve versés au dossier. La deuxième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance semble avoir considéré les motivations de Jean-Pierre Bemba comme déterminant le caractère adéquat ou non des mesures qu'il a prises. Les juges dissidents considèrent que l'avis de la majorité sur le raisonnement de la Chambre de première instance ne reflète pas fidèlement la démarche de la Chambre de première instance et n'est étayé par aucune lecture attentive du jugement. Les juges dissidents considèrent comme inapproprié l'emploi par la majorité de termes dont... Ce scandale écologique rappelle celui du Claude Nkapa. Et ce qui me gêne, c'est que cette zone devait être déjà déclarée à haut risque avec accès interdit à la population. Comme dans les précédents scandales écologiques à Douala, l'auteur de celui-ci reste un anonyme. Une menace de grève se dessine sur le site de construction du nouveau stade Omnisport à Olembe, non loin de Yaoundé. Des ouvriers envisagent d'observer un mouvement d'humeur pour contester la désignation des délégués du personnel. Ce débrayage pourrait impacter sur la réalisation de ce chantier prévu dans le cadre de la CAN 2019 qui est attendu au Cameroun. Jusqu'ici, le taux de réalisation est fixé à 60% selon un pointage effectué par le gouverneur du centre, qui est président régional du comité d'organisation de la CAN Cameroun 2019. Reportage, Élisée Bogba et Ike Cyril. Sur le site de construction du stade Omnisport d'Olembe à Yaoundé, un mouvement d'humeur des ouvriers est en gestation. L'entreprise Pitini a choisi 10 personnes qui soi-disant être leurs représentants, qui soi-disant être leurs délégués. Or, vous savez, dans notre pays, qui est un pays de droit, les délégués du personnel se doivent d'être élus par l'ensemble des travailleurs. Nous sommes surpris ce matin, nous arrivons, on savait qu'on devait avoir réunion avec le gouverneur, mais ils sont à l'intérieur. Pendant que nous on veut entrer, on nous bloque, on nous empêche d'entrer. En visite sur le chantier, le gouverneur de la région du centre, président du comité de site de Yaoundé pour la CAN 2019, joue les sapeurs-pompiers, non sans proférer des menaces aux futurs grévistes. Ce n'est pas le milieu syndical ici. Ici, c'est le lieu de travail. Et que tout le monde qui veut faire le syndicalisme ici sera extirpé. Ces stades devaient être livrés pour la CAN et que nous ne sommes pas là
pour les gens qui veulent faire et la politique, et le syndicalisme, et autre chose. Donc nous sommes là pour voir ce problème. Sur le terrain proprement dit, les gradins certes montrent déjà leur visage, mais la tribune présidentielle n'a encore l'air de rien. Pourtant, le gouverneur de la région du centre se satisfait de l'état d'avancement des travaux. La dernière visite qu'on était ici, c'était à moins de 10%. Mais nous sommes maintenant à 60%. Donc, il est question donc pour nous d'instruire l'entreprise Piccini de nous terminer ça dans un délai d'un mois pour nous permettre de voir donc la visibilité et aussi de respecter le délai. Le stade sera entièrement couvert. Gruppo Piccini annonce le début des travaux pour la toiture dans 3 semaines. La tribune présidentielle pour sa part, encore en épave, sera achevée fin juillet 2018. Dans le prochain 3 semaines, on va finir avec les gradins. Bon, les grandes zones, les zones sud, nord et est, d'accord, on va finir avec les gradins. On va préparer aussi le même temps pour commencer avec la structure de trottoir. Parce que tous les stades... spéculatif pour imputer à la Chambre de première instance un raisonnement qui ne ressort pas du texte de la décision. Les juges dissidents n'auraient pas décelé d'erreur dans l'examen par la Chambre de première instance des motivations de Jean-Pierre Bemba. La troisième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance n'a pas établi que Jean-Pierre Bemba a délibérément limité le mandat des commissions et des enquêtes mises en place. Les juges dissidents estiment que la position de la majorité reflète une interprétation erronée de la nature de la responsabilité pénale visée à l'article 28 du statut. D'après leur conception de ce mot de responsabilité, la question n'est pas de savoir si Jean-Pierre Bemba était responsable de quelques déficiences ou limitations constatées dans les mesures qu'il a prises. La question est plutôt de savoir si l'on peut, également, à la lumière des mesures que Jean-Pierre Bemba a effectivement prises, dire qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission du crime. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans son examen de cette question. Et après ces différentes erreurs relevées par les juges en appel, ils ont décidé de casser la condamnation de Jean-Pierre Bemba qui avait été fixée à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré cette annulation de la condamnation de Jean-Pierre Bemba, il ne sera pas remis en liberté parce qu'il est poursuivi dans une autre affaire de subordination des témoins. L'ancien vice-président congolais a déjà passé 10 ans en détention à La Haye, au centre de détention de la CPI à La Haye. Je vous propose d'écouter les juges en appel qui se prononcent sur l'annulation de la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérés dans le document modifié de notification des charges, ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges, et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de faire droit à ce moyen d'appel et conclut à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hoffmanski étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ces actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges, au sens de l'article 74.2 du statut. Compte tenu de l'issue que le présent arrêt donne à l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel considère à l'unanimité que les appels formés par Jean-Pierre Bemba et le procureur contre la décision relative à la peine sont sans objet. Elle les rejette donc à ce titre. La Chambre d'appel relève qu'en cas d'acquittement, la personne concernée est censée être immédiatement remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable par cette cour dans une autre affaire concernant des atteintes à l'administration de la justice et la peine associée